Danser, l'étymologie, c'est tirer avec soi. Pour ce qui est des pas de danse, en fait, la notion de pas n'existe pas au Moyen-Âge. Elle existe à partir du XVe siècle. C'est une improvisation tout le temps. C'est-à-dire que l'on recommence tout le temps la danse. On ne fait jamais deux fois de la même manière la danse. Ça peut être un grand pas et deux petits, ça peut être un petit et deux grands, ça peut être un pas un peu serré. Il n'y a pas une manière de faire le pas, il faut la réinventer à chaque fois. C'est chaque danseur qui réinvente sa manière de faire le pas. Alors, à quoi ressemblaient les danses médiévales? C'est tellement vaste que je pense que je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Les danses médiévales, est-ce qu'elles se dansaient en duo, en groupe? Alors, du 8e au 12e siècle, on a plutôt de la danse en chaîne, c'est-à-dire de la danse en groupe, à plusieurs ou pas. Donc là, on est sur des danses ou de femmes ou d'hommes, mais des danses de groupe. Petit à petit, avec le XIIIe siècle, arrivent les danses, ce qu'on appelle les danses mimées. Alors on en a deux exemples dans le tournoi de Chauvency, où une des danseuses danse le tour du chapelet, la danse du chapelet. Donc elle danse avec son chapelet de fleurs et elle fait une danse improvisée, donc elle finit de danser avec son amant. Et puis la danse robardoise, qui est la danse du vol des baisers. Et là, c'est pareil, c'est un petit jeu dansé entre deux danseuses nobles, donc qui jouent un berger et une bergère. Celle qui fait le berger marche sur les mains, fait le pont et puis fait beaucoup d'acrobaties pour montrer qu'elle est la plus belle. Et puis elle embrasse la petite bergère, l'autre bergère. Et au XIVe siècle, on arrive aux danses à 2 et à 3. Là, on commence à vraiment se tenir la main. Au XIIIe siècle, on se tient la main, mais c'est assez, à part pour les danses en chaîne, c'est assez peu, ça se fait peu, quoi. Mais après, au XIVe siècle, on commence à avoir les danses à 2 et à 3. La danse à 3 est probablement plus utilisée encore que la danse à 2. Et donc, on commence à voir les images avec deux danseurs, trois danseuses, un monsieur et deux dames, une dame et deux messieurs, deux dames, deux messieurs, un couple. C'est pas obligatoire que ce soit un couple, c'est souvent parce qu'on a justement ce jeu de séduction qui est important. Et puis après, on arrive au XVe siècle avec des danses là qui sont chorégraphiées. C'est les premières danses chorégraphiées, donc. Et là, on peut avoir des danses en solo, à 2, à 3, à 6 et jusqu'à 10. Je crois que la chorégraphie la plus grande, il y a 10 danseurs. Et tout au long du Moyen-Âge, on a aussi en parallèle la danse des jongleurs, qui est une danse à code gestuel et qui se fait relativement en solo avec beaucoup d'acrobatie à l'intérieur. Et ça, c'est un solo et elle existe jusqu'au XVe siècle. Elle est encore utilisée jusqu'au XVe siècle. Alors, une danse du XVe siècle, Voltati in sa Rozzina, revient à la maison Rozzina. Cette danse a été chorégraphiée par Guglielmo Breo. Les danseurs vont danser sur 4 tempi différents, les 4 tempi de la danse du XVe siècle, soit la bassa danza, la quadernaria, le saltarello et la piva.
Les danses les plus connues, on commence au début du Moyen-Âge par la carole ou chorea en latin. C'est le mot pour danser, c'est le mot générique à cette époque-là. Jusqu'au XIIe siècle, où arrive le mot danse, c'est un terme qui est générique, carole et chorea. Puis la carole devient une danse qui se fait plutôt chanter, plutôt en cercle, et beaucoup par les femmes. Là, le terme générique va se spécialiser un petit peu. Par contre, le terme danse, qui au départ est une danse précise, une petite danse que l'on fait à on va dire entre 4 et 8 danseurs, qui est une danse faite par un meneur. Alors, danser, l'étymologie, c'est tirer avec soi. Donc, tirer avec soi, ça veut dire qu'on a un meneur qui mène cette petite danse et qui montre ce qu'il danse et les autres suivent en même temps. Après, on commence à avoir des danses plus spécifiques. On va faire le vireli, qui va donner après les virelais. On va avoir l'estampie, qui commence au XIIe siècle et puis qui va rester jusqu'au XIVe siècle. Au XIVe siècle, on va arriver les ballades, les ballates aussi, les saltarelli en Italie, mais bon, on danse un petit peu partout les mêmes danses. Puis au XVe siècle, là on a un grand nombre de danses qui se structurent. On va avoir les balli, qui sont des espèces de petits ballets, des petites pièces où on a des petits morceaux de danse qui se suivent. On va avoir la basse danse, qui est une danse extrêmement cérébrale, qui se danse dans une grande sensibilité. On va avoir aussi la mauresque, dont on a déjà parlé. Et puis on a les danses en chaîne, qui n'ont pas forcément toujours de nom et qui ont parfois le nom de la chanson que l'on va utiliser. Les rondeaux, par exemple. Les rondeaux se dansent et c'est peut-être pour ça qu'il y a le nom de rondeau, mais en tout cas, voilà, on va dire on va danser un rondeau, on va danser une ballade, on va danser une carole ou un virelai. Voilà. Un rondeau pieux du Magnus Liber Organi au XIIe siècle, Joseph. Puis ma grande joyeuse se lève. En Égypte, m'en veuille aller. Enfants sormédiés à chanter pour joyeux avouer. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. Ce Joseph y puisse vivre trouver. En Égypte, m'en veuille aller. N'auront cure de recouvrir pour joyeux avouer. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. Rien ne me peut conforter. En Égypte, m'en veuille aller. Jamais ne laisse à sa pleurer sur joyeux avouer. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. Ordouez bien mon deuil oublier. En Égypte, m'en veuille aller. Et mes chansons se renouvelèrent pour joyeux avouer. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. Ce je puis à Joseph parler. En Égypte, m'en veuille aller. Au moins le vaudrait amener pour joyeux avouer. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. En Égypte, m'en veuille aller, Joseph, oui. Pour ce qui est des pas de danse, en fait, la notion de pas n'existe pas au Moyen-Âge. Elle existe à partir du XVe siècle. C'est le duc de Bourgogne, probablement, et sa cour, qui met en place le concept du pas. Et encore, même là, il y a 5 pas à cette époque-là pour la basse danse, la révérence, le branle, le simple, le double et la reprise. Mais quand ils décrivent les différents pas, on décrit plus une suite de petits mouvements que vraiment un pas, avec des pieds qui se posent à tel ou tel endroit. C'est plus il va y avoir le double, c'est 3 petits pas, mais ça peut être un grand pas et 2 petits, ça peut être un petit et 2 grands, ça peut être un pas un peu serré. Il n'y a pas une manière de faire le pas, il faut la réinventer à chaque fois. C'est chaque danseur qui réinvente sa manière de faire le pas. Donc ça arrive au milieu du XVe siècle et puis ça va se théoriser jusqu'au début du XVIe siècle où là on va commencer à avoir vraiment la notion de pas et avec la Renaissance, là on a la notion de pas. Là ils les décrivent et ils ont vraiment une sorte de pas. Donc avant, que se passe-t-il? Finalement, on s'est rendu compte que la danse fonctionne par petits blocs de musique, ce qu'ils appellent les mesures, des petits blocs de musique. Et dans ce petit bloc de musique, on y fait un mouvement. Et ces mouvements, ça donne des codes gestuels que tout le monde connaît. C'est 2 pas, un pas, on recule, on avance, on tourne. Ce sont plutôt des codes gestuels.
Et les danseurs font rentrer ces codes gestuels sur les différentes mesures de la danse. Et donc on n'est pas du tout dans quelque chose de noté, parce que c'est une improvisation tout le temps. C'est-à-dire que l'on recommence tout le temps la danse, on ne fait jamais deux fois de la même manière la danse. Donc il n'y a aucune raison de la noter. C'est pour ça que l'on n'a pas noté la danse avant le XVe siècle, c'est que, n'ayant pas de raison de la noter, vu qu'on la recommence tout le temps, et le XVe siècle commence à noter parce qu'on veut faire des danses d'ensemble. Voilà. L'Ebens Distoni, une petite danse du XVe siècle, tirée d'un manuscrit de la famille Gresley en Écosse. Alors, comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modes et est-ce qu'elles s'exportent? Oui, il y a des modes surtout vers la fin du Moyen-Âge, parce que l'époque 11e au 14e siècle, on va dire que la danse est européenne, c'est-à-dire que quel que soit le pays duquel je vais sortir la source, on va se retrouver avec exactement le même type de danse. Donc là, on a vraiment quelque chose de global et on ne sent pas vraiment de mode, sauf on va arriver les danses les unes après les autres. Donc là, bien sûr, il va y avoir un phénomène de mode puisqu'il y a une nouvelle danse qui apparaît, donc on va s'en servir. Mais on n'a pas vraiment de mode lié à un lieu qui va donner une mode pour à un autre cours. Ça, on va l'avoir au XVe siècle un petit peu, où les cours... alors c'est un petit peu différent de maintenant, c'est-à-dire que la danse médiévale au XVe siècle, c'est un creuset européen, et du coup, chaque cours a sa propre manière de danser un petit peu. Tout le monde a les mêmes danses, mais chacun a un petit peu sa manière de danser. Et donc c'est vrai que là, il peut y avoir des passations de mode, enfin des systèmes parce que les cours se mélangent. En fait, quand il y a un mariage, on va avoir deux personnes qui vont arriver de deux cultures différentes et qui vont être ensemble. Donc les cours vont se mélanger à ce moment-là, et donc une mode qui existait dans une cour va arriver dans l'autre cour et devenir la nouvelle mode. Voilà, on le voit pour les vêtements, mais il semble que quand même chaque cour garde sa propre spécificité. Malgré le phénomène de mode qui vient s'insérer dans le cours des choses, chacun garde un peu sa spécificité et remet ce qu'il va recevoir du voisin à sa mode à lui, à sa manière à lui. Alors, est-ce que les modes se différencient entre les différents pays européens et les régions de France? Alors, c'est pareil, là, c'est bon que pour le XVe siècle, parce que déjà, la France, en tant que telle, avant le XVe siècle, c'est pas ça. Donc, ça arrive vraiment au XVe siècle, c'est-à-dire que les cours vont avoir chacune leur propre manière de danser. Par exemple, on a la cour écossaise, on sent déjà voir venir les reels et ce qu'il va y avoir dans la danse écossaise.
XVI plus tard. En Espagne ou en Catalogne, l'homme a une grande importance dans la danse, bien plus que la dame, alors qu'en Italie, la danse va être plus chaloupée, les femmes vont refaire la danse dans l'autre sens en menant la danse. Dans la cour de Bourgogne, les costumes sont très, très hiératiques, très lourds, et donc la danse est liée au costume aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un costume lourd de la cour de Bourgogne, donc ça va aussi changer. Donc ça fait toutes ces petites choses-là, mais ce sont les mêmes danses. En fait, on a parfois... par exemple, pour le roti-bouilli joyeux, roti-bouilli gioioso, on en a 9 sources différentes dans toute l'Europe. On l'a en Angleterre, on l'a en Catalogne, on l'a en Espagne, on l'a en Italie, en France avec la cour de Bourgogne. Voilà, donc cette même danse, chaque fois est retravaillée, la chorégraphie est retravaillée, mais à la mode de la cour dans laquelle elle est utilisée. Donc cet échange, il est permanent et reste quand même très on va dire, spécifique de chaque cour. La Quinte Estamperiale est une danse du XIIIe siècle, sortie du Chansonnier du Roi. Des régions et territoires de France, ça n'apparaît qu'à la naissance du XVIe siècle, c'est-à-dire on va avoir les premières sources qui parlent de différence entre le sud de la France et le nord de la France, avec Antonius Arena, et qui dit qu'il danse les basses danses à la manière du sud, et que donc il dit par exemple le pas qui s'appelle branle dans le nord de la France va s'appeler congé dans le sud de la France. Et on a une petite source qui est dans une grammaire, un petit résumé de comment danser la basse danse, dans une grammaire anglaise, donc une traduction du français en anglais, et qui dit que, pareil, en France, on a des différences entre les danses du Nord et les danses du Sud. Voilà. Donc c'est vraiment le XVIe siècle qui va commencer à mettre ces différences. On n'a absolument pas ça pendant tout le Moyen-Âge. Quelles sont les influences historiques des danses médiévales par rapport à l'Antiquité ou ce qui se passait avant? Et on va y joindre, je parlais aussi des peuples barbares. En fait, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment un lien entre les danses antiques et les danses médiévales. Déjà parce qu'on sait peu de choses des danses antiques, donc savoir s'il y a un lien, c'est compliqué. On a un trou un petit peu là entre le IIe siècle et le 8e siècle. On a un petit peu un vide de sources.
pas envie d'y danser, hein, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas tellement de sources qui nous parlent de la danse, du coup, et puis personne ne les a étudiées, en plus le peu qu'il y a. Donc c'est difficile de savoir. On sait qu'il y a quand même des relations avec les fêtes, ça on en est sûr, avec les bacchanales et les saturnales sont devenus les carnavals, les fêtes de folle de novembre à février, ça on en est certain. Mais après, pour la danse elle-même, quand Arbaud au XVIe siècle dit que la danse d'épée vient de la pyrrhique grecque, il fait un pont d'humaniste. Il dit oui voilà parce qu'il y a des danses grecques avec des épées, nous on fait des danses avec des épées, donc voilà ça vient de là. Mais c'est un pont d'humaniste, c'est pas un pont, même s'il y a des danses d'épée au Moyen-Âge, c'est pas un lien que l'on peut tirer comme ça du Moyen-Âge jusqu'à... Pour les peuples barbares, c'est pire parce que là, on n'a vraiment aucune recherche faite là-dessus, donc là, je ne peux absolument pas vous dire. Donc, est-ce que l'occupation musulmane a eu un impact sur la danse? Alors, je dirais qu'en fait, tout est venu en même temps. En fait, la danse qu'on appelle, moi j'appelle la danse des doigts pour lui trouver un nom parce que j'ai pas de nom au Moyen-Âge pour dire ce type de danse, qui est une danse qui se fait beaucoup avec des mouvements de mains et vient en fait de l'Inde, en fait tout le monde arrive un petit peu en même temps. Et donc les influences se font on va dire par diffusion. Et on pense que c'est les tziganes qui diffusaient ça, parce que le tzigane se déplaçait énormément et que donc tout ça s'est mis un petit peu en place ensemble. L'Inde, la Perse, puis après l'Orient, tout le monde a vu venir cette influence et cette danse existe de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc elle a continué à vivre et c'est au Moyen-Âge qu'elle s'est diffusée comme ça et donc on a des mouvements. C'est vrai qu'on a quand on étudie les mouvements de la danse médiévale, de la danse des doigts au Moyen-Âge, on a beaucoup de mouvements qui existent encore dans la danse perse, qui existent encore dans le flamenco, dans la danse indienne. C'est un mélange qui s'est créé et probablement c'est les tziganes qui ont été le lien entre toutes ces cultures. Un saltarello du XIVe siècle, le Saltarello II, issu du manuscrit dit de Londres. Est-ce qu'il y a des films ou des séries qui donneraient une image de la danse médiévale? Je n'en connais pas, donc je ne sais pas. Le peu que je connais, ça n'a rien à voir avec la danse médiévale. C'est des fois de la danse renaissance, c'est des fois de la danse folklorique, c'est des fois n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, pas n'importe quoi, mais pas quelque chose qui ressemble à la danse médiévale. Mais voilà, donc je sais qu'on ne me le demande pas souvent parce que les gens ont une image de la danse médiévale qui n'est pas celle qui existe au Moyen-Âge et ils ont une image d'Épinal dans la tête.
Et du coup, les fictions, ce sont des fictions. Et donc, ils veulent quelque chose qui reste dans l'image de ce que pensent les gens de la danse médiévale. Donc, même quand on leur propose de la danse médiévale, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça n'a pas fonctionné parce qu'il nous a dit non, mais c'est pas plus, enfin moins, enfin, c'est pas autrement. Ben non, c'est pas autrement, c'est comme ça. Ah oui, mais c'est pas ce que je voyais. Et oui, mais bon, après c'est une fiction, il fait ce qu'il veut, c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais vous faites ce que vous voulez, c'est une fiction, c'est pas, vous n'êtes pas dans une reconstitution historique, donc après tout, faites ce qui va plaire à votre public. Mais souvent, on ne passe pas parce que ce concept de la danse médiévale est tellement différent de ce que les gens ont dans la tête qu'on ne peut pas encore le montrer. Il faudrait qu'on arrive à le faire entendre, mais ça devient assez difficile. Alors, est-ce que dans les danses contemporaines, on a encore des traces de la danse médiévale? Je dirais oui, parce que, entre autres, dans toutes ces danses à code gestuel, comme le flamenco, les danses indiennes, les danses... j'ai un ami avec qui je travaille, qui travaille sur les danses khmer, et il me disait qu'en effet, les danses khmer, depuis le Moyen-Âge, sont toujours les mêmes. La danse traditionnelle, on retrouve la mauresque existe encore de nos jours. Elle a traversé toute l'histoire et elle est devenue, en Angleterre, ce sont les Morris Dance, en Espagne, c'est les danses de morts et de chrétiens, dans le Maghreb, c'est aussi des danses de combat de morts et de chrétiens. Du côté des pays des Balkans, ce sont des danses de séduction telles qu'elles étaient au Moyen-Âge. En Italie, ce sont des danses d'épée. Donc cette même danse, elle a donné, elle a essaimé et donné, selon les cultures, des formes de danse différentes jusqu'à aujourd'hui. À l'entrada del Tanclar, petite chanson du XIIe siècle, danse du chapelet ou danse de la petite couronne où l'on choisit la reine d'avril. À l'entrada del Tanclar, per gioia ricominciar, e per gelosi irritar, vol la regina mostrar qu'elle est si amoureuse. Alla vie, jalouse, lassas-nous, valiar entre nous. Elle a fait per tout mandar, non si est jusqu'à la mar, pucelle ni bachelor, que tuit non vengue dansar la danse joyeuse. Alla vie, jalouse, lassas-nous, valiar entre nous. Lurs i vent d'autre part, per la danse desturbar, il est incrémentar, que on li veuille emblar la regina brillouse. Alla vie, jalouse, lassas-nous, valiar entre nous. Mais per n'ayant plus voulu far, qu'elle n'a sang de vieillard, mais d'un léger bachelor, qui ben sache soulassar la donne savoureuse. Alla vie, jalouse, lassas-nous, valiar entre nous. Qui donc la veille dansar, et son genre corps déportar, bien puis dire de vertar, qu'elle monte non si sa part la regine joyeuse. Alla vie, jalouse, lassas-nous, valiar entre nous. Alors, tout le monde danse au Moyen-Âge, c'est vrai. Et comment on transmet les traditions? Eh bien, c'est comme partout jusqu'au XIXe siècle, c'est de manière orale. L'oralité est très importante pour la danse. Donc, on apprend à danser quand on est enfant et on apprend en suivant les parents. Mais à partir du XVe siècle, donc, on a un apprentissage qui se fait de la danse. On demande à des maîtres à danser de créer des traités. Ce sont les traités italiens qui arrivent les premiers avec celui de Bruxelles.
Il crée ces traités pour les cours et donc il y a un apprentissage des jeunes gens de la cour de la danse, de la belle danse. Cornazzano écrit son traité pour une princesse. Donc il écrit vraiment pour la princesse, pour lui apprendre les danses, et il lui dit même à la fin du traité, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'appeler, je viendrai sans problème vous aider à danser. Donc il explique que voilà, s'il y a même plus il y a affinité. Donc voilà, il y a vraiment cet apprentissage des jeunes, à tel point qu'on a la première source de l'histoire de la danse que l'on a écrite, est un petit mémo qu'a écrit Jean d'Orléans sur son petit livre de la chronique de la Pucelle. Et en fait, il l'a écrite parce qu'il était resté otage toute son enfance en Angleterre, et il arrive, donc au moment où il est relâché, il a une vingtaine d'années, il a entre 20 et 25 ans, il arrive donc dans les cours pour faire la fête avec les autres cours. Il connaît rien, ou connaît pas grand-chose, ou il en a vu peu de ces danses-là en Angleterre, et donc il les note parce qu'il sait pas les danser. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il les note pas comme elles sont écrites dans les traités, où ce sont des bases. Il les note tout ornées, c'est-à-dire avec tout ce qu'il voit, c'est-à-dire des petits pas en plus, tout ce que fait le danseur en plus, toute l'improvisation qui va sur la base des traités. Et il note tout ça sur son petit cahier pour essayer d'apprendre la danse. Donc on voit bien que là, il y a un système d'apprentissage qui se met en place. À partir du XVe siècle, on a bien des cours de danse et des professeurs, des maîtres à danser, puisqu'on a Domenico da Piacenza, on a Breo, on a Cornazzano qui sont des maîtres à danser, pour les plus connus. Mais surtout, on a 26 sources de danse du XVe siècle qui nous montrent comment on apprenait la danse aux gens. Donc on a probablement des maîtres à danser aussi chez les bourgeois et même pourquoi pas dans le peuple. En tout cas, l'apprentissage de la danse arrive avec le XVe siècle. Jean d'Orléans a copié, quand il a copié son petit mémo, il écrit qui est en train de danser. Alors il met le duc de Bourgogne, la reine de Sicile qui est la femme du roi René, il met la dauphine qui est la femme de Louis XI, et puis il met différentes personnes. Donc là on a des nobles qui montrent une danse et qui sont vraiment des grands danseurs. Le duc de Bourgogne, on sait c'était un grand danseur, et c'est pour ça que l'on pense, nous, toute l'équipe, que le manuscrit de Bruxelles, qui est peint en noir et avec des petites notes en doré et argenté, on pense qu'elle a été faite pour lui ou par lui parce qu'il était un fou de danse, il adorait danser, et donc on pense que c'est lui qui l'a fait. Donc ça c'est pour les célébrités. Oui. Dans ce temps avec les stars, je dirais que c'est l'inverse, c'est que les stars qui dansent avec les gens qui dansent bien. En fait, parce que justement, dans le petit mémo de Jean d'Orléans, on a deux personnes en bas qui sont Fallet et j'ai oublié le nom de l'autre, qui sont des familiers de la cour en fait. Donc on les a fait venir probablement parce que c'était des bons danseurs. Donc c'est l'inverse. En fait, on danse pas avec les stars, c'est le peuple qui vient danser de temps en temps avec les stars quand ils sont particulièrement doués. De muy grandes, une cantiga de Santa Maria du XIIIe siècle. De muy grandes peligros de muy grandes males, guarda Santa María, os que les sonrías, era cuestión milagre mostraré tal guisa, que los otros da Virgen será muy grande. Que pasuitos enchartes, oreos a camisa, ella vos en nosotros, pero oístes de caes, de muy grandes perigos y de muy grandes males, guarda Santa María, os que les Enchartes arda, evanuitos vela, ujaze a camisa de lino que cogliela, e cada un satea leva e vai cogliela, sopra che la
Camisa, che già sollten senda es, de muy grandes peligros, de muy grandes es, guarda Santa María, os que le sonría es. De muy grandes peligros, de muy grandes males, guarda Santa María, os que le sonría es, que les canto feito todo en calandera, tu guardará de morte a Señor verdad. La camisa vieron toda entera y lo hará la Virgen que fastira esta es de muy grandes peligros de muy grandes males guarda Santa María os que le sonría. Alors, comment les connaissances sur la danse médiévale sont arrivées jusqu'à nous? C'est très disparate selon les époques. Pour l'époque romane, moi je travaille sur l'iconographie, donc je travaille sur une base de données. Donc on a énormément de sculptures et de peintures donc pour toute l'époque romane. Donc on va travailler à partir de l'image. On a quelques textes. Pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, donc on peut travailler aussi avec quelques textes. À partir du XIIe siècle, on commence à avoir des textes vernaculaires et profanes. On commence aussi à avoir de l'image profane, et donc beaucoup plus de possibilités d'étudier la danse, à la fois dans les textes et à la fois dans l'image. Alors dans l'image, c'est surtout dans les marginalia, parce qu'on a les scènes de la vie de tous les jours dans les marginalia, qui prennent le relais d'ailleurs des sculptures romanes. Et puis dans tous les romans où on a des images de danse, de fêtes, de mariage, etc. D'autre part, on a aussi les textes qui nous aident énormément, puisqu'on a les romans, on parle de danse, on étudie le roman. Bien sûr, il faut contextualiser parce qu'il faut pas, des fois ça peut se passer dans l'Antiquité ou je sais pas où, donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Mais on a aussi les exemples-là, qui sont des petits ouvrages qui sont faits pour aider les curés, par exemple, ou les abbés à faire leurs homélies. Donc, c'est des histoires qui racontent des petites histoires de danse qui se passent dans la vie de tous les jours. On a les archives qui nous aident aussi beaucoup. On a les procès, parce que des fois, il se passe, pendant une danse, il y a des accidents. Donc là, on a la vie en direct. Et puis, à la fin au XVe siècle, on a ces fameux 26 sources avec de danses notées, avec toutes sortes de sources. On a des traités, on a des lettres, on a des mémos, on a énormément de représentations de la mauresque, entre autres sur des petits coffrets, sur des objets de la vie de tous les jours. Donc on a cette danse qui est très 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 représentée, par contre qui n'est jamais décrite parce que c'est une danse d'improvisation. Donc aucun traité ne parle de la mauresque, à part Arbeau à la fin du XVIe siècle, mais ça c'est totalement une autre danse, elle n'a plus rien à voir. Donc personne n'en parle parce que c'est une danse d'improvisation. Donc ça explique bien qu'on note que les danses dont on a besoin de noter, on ne note pas les danses qui sont faites directement avec des codes gestuels et des pas qui ne sont pas forcément ensemble, ni qui ne créent pas une chorégraphie. Donc ces traités qui nous ont permis de remonter le fil de toutes ces danses, il a fallu les traduire, il a fallu les connaître, et on a été obligé de pratiquement tous les traduire avec des paléographes qui étaient musiciens et danseurs, parce que on a vite fait de faire des contresens et des faux sens, parce que les personnes du XVe siècle parlent énormément par
Par exemple, ils vont nous dire, voilà, il faut danser comme un aigle qui fond sur sa proie, et après, comme la gondole. C'est très poétique, c'est très subtil, et du coup, on a vite fait de dire une bêtise si on a mal traduit le texte. Est-ce que les représentations de danse sont réalistes dans l'imagerie du Moyen-Âge, dans l'iconographie? Je dirais en grande partie oui, parce que l'homme du Moyen-Âge représente ce qu'il voit. Et entre autres, avec les mouvements de doigts, on a énormément de représentations et on peut faire une typologie même du mouvement et des codes gestuels sans que ce soit des copies d'atelier. Parce qu'il y a aussi ça, il faut faire très attention. Quand on a une copie d'atelier, on va se retrouver avec 4 fois le même dessin parce qu'il a été copié dans le même atelier pour différents manuscrits, par exemple. Mais quand même, quand on a une grande, moi je travaille sur plus de 2500 images, quand on a une grande typologie comme ça et qu'on commence à avoir des liens qui se font entre les images, entre les textes, on finit par avoir un puzzle qui nous permet de donner une image qui ne sera jamais celle des gens du Moyen-Âge parce qu'on ne les voit pas en mouvement, donc ce ne sera jamais ça, mais qui au moins nous donne énormément d'informations sur la danse médiévale. Une danse d'improvisation du XIIe siècle sur une chanson de Rimbaud de Vaqueras, l'Estampille, Calendar Maya. Comment on fait connaître la danse médiévale? C'est pas facile. Ce que l'on fait le plus, nous, c'est qu'on écrit des ouvrages. Je crois qu'on est en train d'écrire le 7e, là. Donc, on a écrit un maximum d'ouvrages. On propose des restitutions de danse pour les gens, pour qu'ils comprennent le concept, la manière, le fonctionnement de la danse médiévale. À partir de ça, on fait des stages parce que l'oralité, pour nous, est extrêmement importante. Déjà au Moyen-Âge, ça ne fonctionne guère que comme ça. Donc pour nous, l'oralité a une grande importance. Et le partage aussi avec les personnes qui n'ont pas la même culture de danse est très, très intéressant aussi. Donc on est beaucoup sur les stages. Après, pour ce qui est de la représentation et du spectacle, et c'est plus compliqué parce qu'on est toujours dans ce même problème où les gens nous disent « mais non, on a carrément des gens qui vont nous dire « mais c'est pas ça la danse médiévale ». Alors elle dit « ah bon ». Il y a une dame qui m'a dit « mais vous dansez trop vite ». J'ai dit « mais pourquoi vous me dites ça ?» Elle dit « parce que moi j'ai l'impression que c'était lent ».
Je dis, mais vous avez fait des recherches? Elle me dit, mais non, j'ai juste l'impression que c'était lent, les danses médiévales. Parce qu'on a cette image que, voilà, là, un château, on danse doucement, enfin, je sais pas quoi. Et du coup, pour nous, c'est difficile de faire des festivals, de faire des fêtes médiévales, des choses comme ça, parce que les danses de la Renaissance passent beaucoup mieux, parce qu'elles sont plus adaptées à notre mode de fonctionnement de personnes du XXIe siècle. On a besoin de choses carrées, qui sont bien arrêtées et tout. Quand je fais un bal de danse médiévale, le pied duquel on part n'a aucune importance pour les danses du XIIe siècle. Il n'y a qu'au XVe siècle ça a une importance. Donc quand les gens me disent « Ah, mais je pars de quel pied ?» Je dis « Mais de celui que vous voulez. » Mais il y en a que ça dérange. Il y a des personnes qui me disent « Mais je ne peux pas. Il faut que je sache de quel pied partir. Il faut que j'ai une structure. Je ne peux pas faire... » Bon, très vite, ils y arrivent. Mais il y a ce petit tout de suite, cette petite... mais ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Voilà, donc on a du mal et on aimerait qu'on puisse passer cette idée de concept de la danse médiévale qui est extrêmement intéressant parce que c'est un répertoire qui est très grand, puisqu'on a, rien que pour les basses danses et les ballets, on a plus de 1000 danses. Donc c'est énorme. Donc on aimerait faire passer, parce que pour les gens du XXIe siècle, c'est quelque chose d'important de vivre quelque chose où ils peuvent aussi être leur propre personne, avoir leur propre manière de danser, avec d'autres personnes, créer une synergie avec d'autres personnes, mais en étant soi-même. C'est l'idée du macrocosme et du microcosme médiéval, c'est-à-dire que l'on est un microcosme dans le macrocosme, il ne faut pas déranger les voisins à côté, mais on peut être soi-même au milieu d'un ensemble qui tourne rond. Et ça, je pense que c'est pour nos périodes, on a besoin de ça, et nous, c'est ce qu'on essaye de passer à travers le concept de la danse médiévale.